Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Voici en effet un nouvel épisode de Human. Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète et de ta vie en société Human ? C'est une initiative qui vise à regrouper et à faire parler les gens de l'humanitaire, les gens de l'écologie, ceux qui sont concernés parce qu'ils sont actifs dans ce domaine et ceux qui sont concernés parce qu'ils subissent aussi. Et nous subissons tous. Alors, aujourd'hui, nous partons à Tombouctou, nous partons au Mali, et nous partons à Tombouctou avec une émission qui s'appelle Tombouctou Héritage, et avec Maguelone Gilbert-Vidal, bonjour. Bonjour Pierre-Alain. Voilà, avec Maude Lussan, qui est formatrice en médecine chinoise, bonjour. Bonjour Pierre-Alain. Et avec Karine Dufaux, qui est metteur en scène, bonjour. Bonjour Pierre-Alain. Voilà, et nous co-animons cette émission avec qui ? Avec Louise. Et ouais, Louise comment ? Bonjour à tous. Bonjour Louise. Bonjour Louise. Mais elle s'appelle que Louise ou elle a un nom de famille Louise aussi ? Raymond. Louise Voilà. Raymond. Un prénom féminin et un nom masculin. Ah bon, un nom bien français. Bien français. Voilà. Pas très musical. Voilà, et donc on est dans la musique aussi. Et pour nous accompagner musicalement, nous avons Buridan, écoutez. Juste une petite intro, nous reviendrons avec cette guitariste et cette chanteuse Buridan tout au long de notre non pas débat, car Maguelone, ça va pas être un débat. Non. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et puis vous, Maguelone, le débat, c'est pas tellement votre truc. Ben non, justement parce que j'ai pas le temps. C'est quoi votre truc ? Moi, c'est l'action et l'amour. Ouais. Donc les deux ensemble, ça permet de refaire le monde concrètement. Et alors, de manière plus précise, votre activité au sein d'une association qui s'appelle précisément Tombouctou Héritage, c'est de faire quoi ? Alors, Tombouctou Héritage, c'est une association qui travaille sur la santé et l'agroécologie au Mali et qui part du principe que la santé est une. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on mange bien, où on a une bonne hygiène de vie, déjà, on a fait la moitié du travail pour être en bonne santé. Et ensuite, le reste, on a beaucoup de sciences anciennes et traditionnelles qui nous aident à le combler et à le réparer si besoin. Donc voilà, je travaille essentiellement sur une plante qui s'appelle l'artémisia et qui guérit le paludisme. Donc voilà. Et donc votre projet, qui est plus qu'un projet, qui est déjà une réalisation, c'est d'être au Mali, pas à Tombouctou même, mais au sud de Tombouctou, c'est-à-dire vers la capitale du Mali, vers Bamako, à une dizaine de kilomètres, je crois, de Bamako. Et là, que vous y faites quoi ? Alors là, pour l'instant, on a ouvert un champ d'artémisia qui se développe très bien. On a commencé depuis décembre le projet Artémisia, puisque j'ai récupéré des graines en décembre à Paris, je les ai amenées au Mali. Et en février, début mars, elles ont été plantées, 60 pieds. Maintenant, le champ se développe très bien. On a commencé à distribuer des tisanes curatives aux 16 villages que notre champ dessert, puisque le champ est à l'intérieur d'un dispensaire. Et l'efficacité du produit est probante. Donc, on est très contents. Donc, Tombouctou Héritage, dont vous êtes la fondatrice, c'est donc un projet de ferme écologique, d'aide sanitaire, tout à fait. avec donc notamment la culture de cette plante, l'artémisia, mais aussi de formation. Alors, on va revenir un petit peu plus en détail sur tout ça, mais peut-être pour commencer, Maguelone, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous venez à ce projet ? Ça commence par un voyage, ça commence par une rencontre ? Alors oui, c'est une question très intéressante. Je suis lyonnaise depuis longtemps puisque j'ai eu pendant 10 ans sur les pentes de la Croix-Rousse un café culturel qui faisait beaucoup de concerts, d'animations, d'ateliers, de scènes slam.
j'avais choisi de travailler dans ce café, de monter ce café, parce que je pensais que la culture était une des dimensions les plus efficaces pour donner à l'humain toute sa force et lui permettre de s'exprimer dans la paix, dans de bonnes conditions. Et puis petit à petit, j'ai changé d'avis au fur et à mesure de ce projet. J'ai trouvé que la culture n'était pas si efficace que ça et j'ai eu envie de faire autre chose. Donc j'ai décidé de vendre l'entre-autres et c'est grâce à cet argent que j'ai pu financer Tombouctou Héritage, puisqu'aujourd'hui, j'ai déjà acheté un terrain, construit le siège social de Tombouctou Héritage et lancé ce champ Artemisia. Pourquoi le Mali ? Parce que ça, c'est important. Pendant le temps où j'avais mon café, je faisais beaucoup de voyages et je m'intéressais énormément justement à tous ceux qui avaient fait de la religion une application dans le concret, c'est-à-dire... Finalement, on y revient en Occident pas mal aujourd'hui. On se rend compte que rendre le quotidien sacré, prendre soin de tout ce qui vit, c'est ça qui est important. Donc voilà, j'avais vraiment envie de m'intéresser à des pays qui avaient fait ça. Et Tombouctou était un peu la capitale de médecine traditionnelle ancienne du Mali. Donc je suis arrivée là et c'est un hommage à Tombouctou, à ces valeurs-là qui m'a conduit à monter ce projet. D'où le nom de Tombouctou Héritage. Voilà, tout à fait. En hommage à cette ville. Exactement. Ville-lumière, Ville-lumière, oui. Ville-lumière, capitale de médecine traditionnelle, de sciences. Et ravagée récemment. Et ravagée, tout à fait. Dites-le. Oui, alors je le dis, et qui du coup a réussi à faire face de façon très positive. Ravagée comment et par qui ? Alors, ravagée par les djihadistes en 2012. Et voilà, qui finalement sont venus attaquer le Mali en disant qu'eux avaient une science que les Maliens pourtant ont depuis bien plus longtemps. Et du coup, ça s'est passé dans le sang avec beaucoup de violence. Des mausolées ont été détruits, les populations ont été très maltraitées et ont répondu avec beaucoup de dignité, toujours en disant chaque chose est à sa place et je fais ma part dans ce monde et personne m'enlèvera ma foi, je continue dignement ma vie. Voilà ce qui m'a touchée dans ce pays. L'amour toujours en réponse aux violences de la religion et qui guide ce projet de Tombouctou Héritage. Oui, alors je ne sais pas si on peut dire les violences de la religion puisque finalement la religion est tout sauf la violence, mais en tout cas... une forme de paix intérieure. Moi, j'ai toujours été frappée quand je vivais en Afrique, dans différents pays, parce que les gens me disaient « Ah, les Africains ont toujours le sourire ». Et les Africains n'ont pas le sourire parce qu'ils sont nés avec le sourire, mais parce que souvent, dans ces pays, il y a une discipline spirituelle de très haut niveau qui appelle chaque homme à devenir un homme meilleur, à se domestiquer, à domestiquer son âme pour prendre soin du monde et des autres. Donc, c'est un vrai travail. C'est un discours que l'on retrouve chez les soufis, par exemple. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Tombouctou, d'ailleurs, était une capitale du soufisme, puisque, comme dans le taoïsme, finalement, on le disait avec Maud tout à l'heure, la religion, c'est le concret, en fait. C'est comment rendre sacré tout ce qui est là. C'est-à-dire, ce moment que je partage avec vous, c'est un moment sacré et si je le mesure, si j'en ai conscience, il le devient. C'est ça notre rôle sur Terre. Donc voilà. Et alors pour terminer avec Tombouctou, Maguelone Gilbert Vidal, il y a beaucoup de manuscrits, je crois, et de textes écrits dans des civilisations qui ont la réputation généralement d'être essentiellement orales, qui ont disparu, n'est-ce pas ? Oui, ils ont disparu. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de ces manuscrits qui venaient du Caire. D'ailleurs, il y en a certains qui sont au musée des Confluences aujourd'hui. Mais voilà, il y a des choses qui venaient du Caire et qui ont été manuscritement recopiées. C'est des sciences très, très anciennes. Et elles ont cet avantage, même si
elles ont cet avantage que les gens mémorisent par cœur, parcourisent l'ensemble de ces textes de façon tout à fait hallucinante, ce qui permet de trouver encore en Afrique de l'Ouest, et je dirais même seulement en Afrique de l'Ouest, parce que c'est très rare de les trouver dans des pays arabes aujourd'hui, des gens qui connaissent encore par cœur beaucoup de médecine traditionnelle de ces textes-là de Tombouctou. Alors, à l'origine de ce projet, Tombouctou Héritage, une philosophie, un voyage, une rencontre aussi, je crois, avec le docteur Lucille Cornet-Vernet, qui est donc fondatrice de la Maison de l'Artémisia, qui est une plante que vous cultivez donc dans cette maison, dans cette ferme au Mali. Oui, tout à fait. Finalement, quand on est dans cette dimension-là de retour au sacré, de prendre soin de soi, ça faisait un petit moment que je me soignais beaucoup avec les plantes. Et avant de partir au Mali en janvier avec la première équipe avec qui je suis partie, j'ai cherché une plante qui pouvait nous soigner contre le paludisme en cas de crise. Et j'ai été orientée vers le docteur Lucille Cornet-Vernet à Paris, que je suis allée voir, qui m'a tendu un petit sachet avec des graines et qui m'a dit « il y a plusieurs hectares dedans, prends-en soin, amène-les au Mali et essaye de faire quelque chose ». Et là, j'ai rencontré, en faisant mes recherches, des médecins traditionnels au Mali qui déjà utilisaient cette plante et qui nous encadrent aujourd'hui et nous aident à la cultiver dans de bonnes conditions, nous accompagnent scientifiquement pour que les doses soient données aux gens de la bonne façon et que la plante pousse sans pesticides et que tout soit protégé correctement. Mais alors pourquoi, pardon Louise, pourquoi est-ce que, ce produit, cette plante, si elle est si efficace par rapport à la malaria, qui n'est pas rien, par rapport à une maladie grave, qui peut avoir des conséquences importantes sur la santé humaine, pourquoi est-ce que cette plante n'est pas plus connue? Et on va, bien sûr, donner la parole à vos autres invités, Maguelone, sur ce sujet, puisqu'on va ouvrir le débat au-delà de votre propre insertion. Mais une réponse là-dessus. Pourquoi ? Alors, moi je peux pas savoir pourquoi. En tout cas, c'est vrai que elle n'a pas été mise en lumière à un autre moment et c'est des dessins qui m'échappent. Mais en tout cas, moi, mon rôle, c'est aujourd'hui, puisque je la connais, de la mettre en lumière. Vous avez bien une petite idée, non ? Allez, aidez-moi. Non, je vous assure, si je vous dis non. Parce que le monde est médiocre et que... non, je ne vais pas vous dire tout ce que j'en pense. Ça dépend où on se situe, parce que cette plante est méconnue beaucoup en Europe. Oui. Parce qu'elle est interdite dans un certain nombre de pays, en France, en Belgique. Elle est déconseillée par l'OMS. Elle est interdite ? Elle est interdite en France, en Belgique, de ce que je sais. Et déconseillée par l'OMS. Elle est interdite en France, c'est-à-dire qu'elle n'est pas agréée voilà. Elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas agréée, quoi. Elle n'est pas reconnue par les autorités sanitaires nationales. C'est ça ? Parce que l'OMS... On ne peut pas la faire pousser. On ne peut pas la faire pousser. On n'a pas le droit de la faire pousser, c'est une infraction pénale. On n'a pas le droit de la faire pousser. Elle est déconseillée par l'OMS au nom du principe de précaution, parce que c'est une médecine alternative naturelle. En revanche, sur le continent africain, Maguelone, tu me dis si c'est vrai ou pas, c'est utilisé depuis des siècles et on l'utilise... Alors sur le continent africain, pas tout à fait. Plutôt sur le continent asiatique. Hein, puisqu'elle est utilisée depuis des millénaires en Chine continentale. Elle est utilisée sous différentes formes. C'est-à-dire qu'elle peut être utilisée soit... Et voici l'entrée en onde de Maud Lussan, qui fait de la médecine chinoise. Tout à fait. Ouais. Donc sur l'artémisia, donc cette plante est utilisée, comme je vous le disais, sous différentes formes. Elle est soignée dans le cadre de soins dans une forme solide, comme un cigare qu'on fait brûler et qu'on vient sur la peau approcher des points d'acupuncture. Donc elle est soignée comme dispersant ou comme tonifiant du chi, chi qui est l'énergie qui occupe tout à chacun, et surtout elle est utilisée dans le domaine de la lutte contre le paludisme, et ça depuis des millénaires. Il a été reconnu en 2015, donc là par l'OMS, avec quand même le prix Nobel qui a été donné à une femme, la première femme chinoise qui a eu un prix Nobel de médecine, Madame Yu Tu, pour l'artémécine. C'est-à-dire qu'à partir de cette plante, on fait une extraction d'une molécule, d'accord, et cette molécule est à même de traiter. Alors nous voilà partis sur des considérations scientifiques tout à fait essentielles, mais avant de poursuivre sur cette voie, nous allons écouter
tranquillement, eh bien, la musicienne que vous avez amenée avec vous, si j'ose dire, Maguelone, et qui s'appelle Buridan. C'est ravissant, écoutez. Ni toi ni moi nous n'aurons peur, ni Khalifa à la main. Alors Maguelone, quelques mots sur toutes les deux, hein, et Buridan aussi bien sûr, quelques mots sur cette chanson, sur cette idée. Oui, avec plaisir. Cette chanson, elle est née au Mali dans une voiture avec des amis maliens où à la pénombre on circulait et puis des personnes échangeaient dans la rue et quelqu'un a dit « Nika Lafa Alama » à une autre personne. Et du coup, je demandais à mes amis... Ce qui veut dire ? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ils me disaient, ça veut dire quand tu laisses quelqu'un, que tu pars, tu lui dis « Je te prête à Dieu ». En attendant de le revoir. Et puis, ah oui, c'est joli ça. C'est joli, hein. Ouais. Donc c'était tout à fait ma Quand philosophie. Quand vous partirez tout à l'heure, je vais vous dire. Allez, j'espère bien. Je te prête à Dieu. Hein, reviens vite, mais reviens vite. En bambara, bien sûr. Et puis quand je suis rentrée, j'avais cette idée de chanson. Je suis très touchée par le côté solaire de Julie, par sa voix, par la chanson qu'elle avait écrite dans le film de Karine, Émulsion, il y a quelques années. J'ai découvert Buridan en concert récemment et ça m'a d'autant plus confirmé la beauté de son travail. Et puis, entre-temps, elle a écrit cette chanson magnifique où elle avait cette consigne de cette histoire que je lui ai racontée. Et je voulais une chanson universelle et simple. Super. Et voilà. Et on reviendra tout à l'heure avec elle sur les autres formes artistiques qu'elle exprime par sa musique et par sa voix, par la douceur de sa voix. Vous avez cité Karine Dufaux, qui fait partie de notre groupe ce matin, qui est metteur en scène et qui a fait avec vous La Traversée, dont on va parler, mais qui avait fait un film dont vous venez de parler, Maguelone, Émulsion. Alors c'était quoi ce film ? Karine Dufaux, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, ce film Émulsion est né d'un training dirigé par Sébastien Bonabel, donc, qui est un metteur en scène, un coach et quelqu'un de très humain et qui travaille très très bien, avec qui je me suis formée. Et lors de ce training, nous étions 11 comédiens et on avait envie donc de réaliser des images pour des bandes démos, en fait. Voilà, parce que chaque comédien, quand on doit envoyer pour un casting, on doit envoyer une bande démo. Et, vous êtes comédienne de formation ? Oui, je suis comédienne. Ouais. Et metteur en scène ? Et metteur en scène depuis 17 ans. Voilà. Et du coup, j'ai eu envie, avec les 10 autres comédiens, de réaliser un film. Donc, il y avait à peu près 40 personnes, puisque ça a mobilisé une semaine entre les décors, à Pôle emploi, à l'institution. Enfin voilà, j'ai eu tous les décors que je voulais, j'ai eu l'histoire et j'ai demandé à Buridan, à ce moment-là, donc d'écrire aussi une chanson en lien avec ce film. Donc j'étais très heureuse de ce projet-là. Voilà, et à présent, dans le cadre de l'association Tombouctou Héritage, ou à côté, je ne sais pas, vous allez nous l'expliquer, vous avez mis en scène un texte, une pièce de théâtre qui s'appelle La Traversée. Qu'est-ce que c'est, La Traversée ? Ah, la traversée, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand sujet. Oui. Quand Maguelone m'a parlé du projet Tombouctou Héritage, oui, j'ai eu l'envie en fait de créer un spectacle en lien avec l'association, en hommage, où chacun était vraiment partie prenante du projet, dans le sens où tous les bénéfices iraient à l'association. Il s'agit de traverser quoi ? Ce sont donc des Africains qui viennent en France. Voilà. Donc... Le sujet me parlait beaucoup. J'avais pas envie qu'il y ait quelque soit, au niveau politique ou polémique. Donc j'avais plutôt envie que ce soit une relation, une rencontre humaine entre une femme qui est bénévole dans une association qui sert la soupe et un migrant. Et pour cela, j'ai demandé à Jacques Chambon, qui écrit très très bien, qui a créé un spectacle qui s'appelle Les Sentinelles, que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois. Et comme c'est un homme qui écrit bien et qui est humaniste, je voulais que ce soit lui qui écrive le projet. Donc j'ai demandé à cet écrivain, cet auteur qui est Jacques Chambon, d'écrire La Traversée. Et puis je me suis entourée de Samba à la création musicale, Brigitte Chambon qui interprète le rôle, et puis moi la mise en scène. Et Maguelone Gilbert Vidal qui a écrit les textes d'Issa,
qui sont en lien donc avec le spectacle. C'est aussi une histoire d'amour entre cette tout. dame qui sert la soupe et le jeune migrant? Non, pas du tout, il n'y a pas besoin. Bah, tant mieux, hein, pas besoin, mais c'est pas obligatoire. Hein. Non. Des fois, oui, non, justement, la relation... En parlant tout à l'heure avec vous, mesdames, vous m'avez dit, vous savez, vous m'avez dit, on n'est pas féministe. Alors ça, j'adore, parce que... Je me rappelle pas avoir dit ça. Vous n'avez pas dit ça? J'ai dû le rêver, alors. Je reviens sur la traversée. Ah oui, d'accord, la traversée. Je reviens sur la traversée. Non, c'est vraiment une rencontre entre cette femme qui est aussi déracinée, qui est veuve et qui ses enfants sont loin, et de Issa qui a laissé sa famille, au pays pour venir en France. Donc cette pièce de théâtre, puisque c'est une pièce de théâtre, ouais. que vous avez imaginée, elle prend racine dans le projet Tombouctou Héritage. Oui. Quel lien on peut faire entre ce projet finalement de développement durable, de résilience en Afrique, et cette pièce de théâtre qui aborde les questions de migration? Alors, c'est un projet où Tombouctou Héritage, et c'est ça qui me plaisait, justement, a beaucoup de valeurs humaines, les valeurs du pays là-bas, où toutes les valeurs, aussi bien familiales que la médecine, les valeurs sont là-bas. Et tous les Africains qui viennent aussi ici en France, c'est très compliqué cette question-là. Les valeurs sont là-bas. Nous, on n'a pas de valeurs ici. Nous avons des valeurs de famille, sur la famille et d'éducation aussi, mais je pense qu'on est en train de perdre quelques valeurs. Alors, par exemple, on va sans doute y revenir en conclusion, oui, tout à l'heure. Sur le site justement de Tombouctou Héritage, donc il y a un onglet sur le spectacle, il y a cette phrase qui dit « Des sociétés de consommation en mal de vivre sont en quête de sens, tandis que des sociétés traditionnelles équilibrées moralement sont en quête de consommation. » C'est ce que raconte La Traversée. Vous avez répondu tout à fait, Louise, à la question. D'accord. C'est parfait, c'est ça. Est-ce qu'on a vraiment ce manque d'équilibre moral aujourd'hui induit par la consommation? Alors, je dirais pas qu'il y a un manque moral, en fait. C'est pas ça, parce que toutes les valeurs, en fait, en France, on les avait et on les a eues. Et je dirais plutôt que ça se transforme, en fait. Alors après, je ne sais pas si ça se transforme en bien ou pas bien. Je suis pas là pour ça, pour expliquer ceci. Mais moi, ce qui me touchait dans le projet de Maglone, c'est que les choses se font là-bas. Et avant de faire du théâtre, moi j'ai fait des études d'anthropologie-sociologie et je me destinais à faire Bioforce. Donc du coup, tout était lié puisque j'étais déjà partie en Afrique. Alors ça, c'est intéressant. Vous savez que Bioforce fait partie des quelques ONG qui sont à l'origine, avec moi, de cette émission, Human. Et donc, on attache un prix particulier aussi aux formations qui sont délivrées aux humanitaires, parce qu'il y a les humanitaires qui ont un projet individuel, et puis il y a ceux qui professionnalisent leur action, parce que, évidemment, la vie humanitaire est beaucoup plus complexe, beaucoup plus économique, beaucoup plus technique, beaucoup plus logistique qu'on ne l'imagine. Il y a les bons sentiments, mais il y a aussi le comment on fait, le comment on finance. Et de ce point de vue-là, Bioforce est évidemment essentiel. Et donc, c'est très intéressant aujourd'hui de voir de quelle manière un projet individuel, au départ, peut réunir autour de lui, autour de ce projet, Maguelone, de l'art, de la musique et de la compétence médicale avec Maud Lussan, qui commençait tout à l'heure à nous parler de l'efficacité de cette plante. On peut peut-être continuer sur ce terrain parce que vous avez certainement et l'une et l'autre des quantités de choses à dire. Allez-y, oui. Alors, je pense que Louise, peut-être, a vu un reportage qui s'appelle Malaria Business, qui explique très bien comment un médecin congolais, notamment, a fait des analyses sur 1000 personnes à l'aveugle de la tisane. Et du coup, Maud a parlé de l'artémisine qui était mise en lumière, mais on est même en train de se rendre compte que la deuxième variété d'artémisia, qui ne contient pas d'artémisine, soigne aussi. Ce qui voudrait, et sans créer de résistance. Parce qu'on sait, moi j'ai travaillé au Burkina Faso quand j'avais 18 ans et j'ai dû faire rapatrier plusieurs fois des Français qui avaient pris du Lariam, qui est un antipaludéen classique, parce qu'ils avaient des effets secondaires. Donc qui est une médecine allopathique traditionnelle. Et qui est recommandée par l'OMS et qui rend les gens fous. Hein. Ça, moi j'ai vu des cas de gens très équilibrés qui, suite à la prise de Lariam, perdaient complètement l'esprit, on devait les rapatrier en urgence, alors que cette tisane-là
voilà, ne crée pas de résistance, pas d'effet secondaire et guérit. Donc tisane, c'est la façon dont est utilisée la plante, l'artémisia en Afrique. Voilà, tout à fait. Ou en Asie. Ou en Asie. En Asie aussi, c'est sous forme de tisane. Voilà. Parce qu'on ne m'enlèvera pas de l'idée, Maud Lussan, que derrière ce projet, il y a implicitement une critique d'un certain type de médecine allopathique dans ses excès. Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est inexact? Alors, en fait, recentrer le débat là-dessus. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je pense que dans l'approche du projet Tombouctou Héritage, en fait, on n'oppose rien. En fait, on est toujours dans les complémentarités. Et là, on rejoint en fait ce qui nous a rapprochés aussi avec Maglone, qui est la philosophie de l'équilibre entre le mal et le bien, entre le yin et le yang. Donc, tout est équilibre. Et effectivement, on peut aller parfois vers des excès. Et tout à l'heure, Karine le mentionnait, je pense qu'on n'est pas du tout juge des sociétés. Je ne sais pas par quel droit on a le droit de les juger. Par contre, on se rend compte qu'il y a des déséquilibres. Et donc, on va d'un côté ou de l'autre, et ce sont souvent les déséquilibres qui provoquent d'énormes problèmes, et des problèmes de santé en particulier. Et là, on est vraiment dans la médecine chinoise et aussi. dans la philosophie taoïste de la voie du milieu. Voilà. Éviter les excès. La voie du milieu, et c'est aussi l'islam, la voie du milieu. Tout se rejoint, en fait. Et non, il n'y a aucune opposition. Bon, attendez, mais alors, Louise, oui, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Non, je disais que je suis tout à fait en phase avec cette vision. Pour autant, il me semble que dans notre monde occidental, on a quand même un petit peu de mal à se faire à ces médecines traditionnelles, alternatives, naturelles. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine méfiance? Le cas de l'artémisia le démontre bien. C'est une plante qui paraît miraculeuse, elle guérit complètement les malades, ça extermine le virus à l'intérieur du corps, il n'y a pas de récidive, il n'y a pas de résistance, et pourtant, on ne veut pas commercialiser cette plante, on ne veut pas je ne sais pas si on peut dire légaliser. Oui. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Bon, Maguelone ? C'est un peu comme dans toutes les situations qu'on voit actuellement, les citoyens se saisissent du sujet. Il y a énormément de monde aujourd'hui en Afrique et dans d'autres pays qui se battent pour que la plante soit prise en considération. Donc, je pense que cette réticence dont on parle est une affaire d'argent et que petit à petit, elle va s'estomper quand la probité du produit sera montrée. Il y a des chercheurs indépendants qui font des études sur cette plante pour démontrer au pouvoir public son efficacité. Oui. Et je crois que c'est le cas donc, du docteur Lucille Cornet-Vernet dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, elle, avec une équipe, effectivement, ils font des recherches probantes et vraiment, ils ont des résultats. Et donc cette femme, ce docteur, met en place tout un réseau de maisons de l'artémisia pour cultiver cette plante, la diffuser. Est-ce que vous faites partie, avec Tombouctou Héritage, de ce réseau? Oui, tout à fait. D'accord. On fait partie de ce réseau, le réseau Artémisia. Et dans le réseau de Maguelone, il y a aussi une chanteuse que nous allons écouter à nouveau avec ses propres textes, Buridan. Buridan, peut-on avoir quelques mots de toi, non pas en chanson mais en paroles, voilà, ton histoire, ton parcours musical? Le parcours vient avant tout de l'envie d'écrire et de partager ce que j'avais envie d'écrire. Comme j'étais quelqu'un de très 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 timide, le théâtre c'était hors de question. Et la musique c'est bizarre, on se dirait pourquoi l'exposition est un peu la même, mais je sais pas, il y avait quelque chose où on pouvait, c'était plus facile de disparaître derrière la musique et du coup voilà, c'est le texte qui m'a amenée à chanter. Ça fait 11 ans que je fais ça. J'ai sorti 2 albums et dans quelques heures je pars pour le Festival d'Avignon. Voilà. Bravo, on sera ravis de te réécouter peut-être dans d'autres occasions. Tu passes quelque part dans les mois qui viennent? Festival d'Avignon. Tout le mois de juillet à Avignon, plus un petit tour aux Francophonies de La Rochelle. Et après, ce sera sur la rentrée. J'ai pas trop le planning en tête. Faudra regarder le site internet. Eh bien, on va suivre tout ça. On va suivre tout ça. Et nous voilà de retour avec Maguelone Gilbert Duval, avec Maud Lussan. Vidal, pardon.
avec Karine Dufaux aussi, et je suis certain que Louise a encore des terrains inexplorés, parce que c'est très riche cette matière finalement. C'est très riche, il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet de Tombouctou Héritage. Tout à l'heure, on parlait de l'artémisia. On va y revenir, mais très rapidement, et pour faire le lien avec ton projet, pour y revenir un petit peu, parce que vous ne faites pas que cultiver de l'artémisia dans cette maison à Tombouctou. Alors, il y a cette culture de l'artémisia. Alors oui, c'est vrai que on était plus parti dans un premier temps sur l'idée d'une ferme agroécologique en premier, mais comme la vie est plus forte que nous dans 100% des cas, finalement, c'est l'artémisia qui se développe très rapidement, avec des facilités, puisque les Maliens avec qui on travaille sur place nous ont présenté un dispensaire qui a été conquis par l'efficacité de la plante et qui nous a donné des terrains qui sont très chers dans cette zone pour la culture de l'artémisia. Et là, on vient de nous donner un terrain supplémentaire pour construire une unité de transformation de la plante en tisane. Donner un terrain? Oui. L'État malien? Non, un dispensaire privé. Oui. Nous a donné des terrains du coup et entretient la plante. Donc nous, on a rénové sur la zone du dispensaire avec de l'argent qu'on a collecté de façon privée. On a rénové depuis et on a installé une fontaine d'eau potable aussi pour les gens du dispensaire qui sont très contents, et c'est eux qui entretiennent le champ d'artémisia dans la perspective de pouvoir en distribuer aussi pour soigner leurs malades. Vous avez été bien accueillis sur le terrain? Oui, très bien. Par les autorités locales? Oui, on est les gens du dispensaire, très bien. On est allé aussi rencontrer les autorités maliennes, justement pour présenter l'artémisia. Donc il faut savoir que l'artémisia n'est pas encore reconnue à l'herbier national du Mali, en fait. Et on fait beaucoup de travail dans ce sens pour que ce soit déposé à l'herbier national. C'est-à-dire reconnu à l'herbier national, ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour qu'une plante puisse être commercialisée, par exemple, ou vraiment distribuée d'une façon légale, il faut qu'elle soit insérée dans l'herbier national, ce qui n'est pas encore le cas au Mali, mais on fait des démarches dans ce sens. De façon, pour nous, après, c'est le principe d'utilité qui prime. Il faut qu'on soit efficace et qu'on puisse distribuer cette plante. On n'a pas besoin de se disputer avec les autorités locales. Il faut qu'elles adhèrent à notre projet et qu'on soit tous ensemble dans une bonne dynamique pour que ça serve au plus grand nombre. Donc, est-ce qu'il y a un marché alors économique pour l'artémisia? Oui. Sans doute, oui. Dans d'autres pays, ils l'ont fait, puisqu'effectivement, ça a un coût, une fois que tout est mis en place, de planter, entretenir, transformer la plante en tisane. Donc, il y a un marché, effectivement, qui s'est créé dans d'autres pays et la tisane est vendue. Et sur le continent africain? Oui, tout à fait, au Sénégal, d'ailleurs. Et peut-être que sur ce terrain, Maud Lussan peut nous éclairer, parce que vous avez eu, c'est votre deuxième vie, si j'ose dire, peut-être la troisième, mais vous avez eu une vie antérieure où vous étiez un cadre, comment dirais-je... Du commerce international. De commerce international, et donc vous connaissez, vous savez ce que c'est que le marketing. Est-ce que vous avez étudié l'artémisia sous cet angle-là aussi? Ah, nous, pas du tout, puisqu'en fait, on n'a pas du tout de vocation à faire du business. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, on produit, on dépense de l'argent, il faut bien en rentrer aussi. Oui, tout à fait. Et puis pour les locaux qui sont sur place, qui sont en train d'être formés. Il faut rémunérer des gens, vous avez des salariés sur place. Donc il faut quand même faire du chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, aujourd'hui, si on se replace dans le contexte, aujourd'hui, on est surtout dans le contexte d'élaboration d'un modèle, d'un jardin médicinal à plus grande échelle, puisque l'artémisia est en fait la plante, disons, directrice du projet. Mais derrière, on va articuler d'autres plantes pour éventuellement reproduire ces modèles dans d'autres endroits. Puisque si ça marche sur le territoire de Tombouctou à 10 km, on peut très bien imaginer que ce modèle puisse se reproduire ailleurs et après être plutôt dans une logique locale plutôt que dans une logique d'expansion économique. Puisqu'en fait, on croit beaucoup aux relations humaines, donc on peut faire beaucoup de choses au niveau local sans repasser par les voies peut-être
moderne d'une voie économique outrancière. Je comprends. Et vous avez d'autres produits, sans vouloir vous demander de dévoiler des secrets que peut-être vous souhaitez conserver, évidemment, mais vous avez d'autres produits derrière que vous êtes susceptible de cultiver dans cette ferme agroécologique? Oui, parce que y a déjà, quand on est parti en janvier, on a fait des partenariats avec un Malien qui s'appelle Oumar Diabaté, et que j'avais vu sur un reportage sur TF1, qui a créé une grosse agroforesterie, et il cultive des choses du monde entier. Et puis avec un docteur malien, le docteur Gambi, qui est en train de nous parler de différentes graines qu'on installe en pépinière depuis 2 jours. Là, on a installé une pépinière de plantes médicinales pour pouvoir agrandir notre projet et faire carrément un centre médicinal. Moi, je pense que, effectivement, comme disait Maud, il ne faut pas qu'il y ait un développement économique outrancier, mais moi, je crois à l'argent. Je suis très contente qu'il y ait de l'argent. Je suis très contente d'avoir eu de l'argent avec mon café et d'avoir pu utiliser cet argent pour faire de bonnes choses. Et je voudrais avoir beaucoup plus d'argent pour faire beaucoup plus de bonnes choses. Donc ça, pour moi, l'argent, c'est vraiment un élément clé, quoi. Alors merci d'aborder ce sujet frontalement, parce que nous ne sommes pas de purs esprits. Le monde existe, l'économie existe, la réalité existe, il faut bien la prendre en compte, même si on essaie d'en modérer les excès, quand parfois elle exagère. Donc on est là aussi pour contrer cela. Mais voilà, donc votre ONG Tombouctou Héritage, comment est-ce que vous le financez concrètement? Alors moi, j'ai financé en vendant mon restaurant à Lyon. Oui. J'ai financé comme ça à titre perso, ok. À titre perso. Ouais. Aujourd'hui, je continue à le financer en partie avec mes revenus à moi. Et d'autres personnes, d'autres Français participent au projet, donnent de l'argent, soit mensuellement ou régulièrement, pour entretenir les salaires, aider. Plus la pièce de Karine, à chaque fois qu'elle tourne et qu'elle est achetée, l'argent va sur le compte de Tombouctou Héritage. Et puis, je commence à démarcher différentes fondations quand je trouve qu'elles sont dans l'esprit du projet. Donc pour l'instant, vous êtes au début aussi de ce parcours, un financement individuel, un financement de quelques donateurs particuliers, C'est ça. pas encore de financement public de nulle part. Non. Est-ce que vous envisagez de pouvoir en solliciter de l'Europe, de telle ou telle collectivité locale, française ou suisse ou qu'importe, qui serait intéressée par le projet? Si jamais il y a des choses de valeur, oui, voilà. on est pour. Moi, oui. je vous dis... Sans se laisser pervertir par l'argent, bien sûr. Et tout à l'heure, vous avez dit, oui, la réalité parfois est brutale, donc tout ça, mais... Pour moi, encore une fois, la religion, la façon de vivre la vie telle que je l'envisage, c'est la quête de la réalité. Pour moi, le seul but de ma vie, c'est la réalité. Et vraiment, je pense que voilà, si d'autres personnes ont abusé de l'argent ou fait d'autres choses avec l'argent, ma foi, ça ne me regarde pas. Mais moi, je sais aujourd'hui que si je peux avoir de l'argent, et si j'en ai plus... je vais faire le maximum pour le mettre à disposition de projets comme celui-là. J'en suis sûre, je suis prête. Et alors, Karine Dufaux, vous, qui êtes metteur en scène et qui êtes actrice... Pareil. Pareil. Idem. Et alors, vous allez jouer à l'œil? Mais non, vous avez le droit d'être rémunéré. Ah non. Non. Alors là, pour vous parler de la traversée, oui. Pour ce projet, oui. Là, non, le technicien aussi, chaque intervenant, chaque artiste travaille du coup sur le projet pour Tombouctou Héritage. C'est vraiment manière bénévole. Sens moral. Oui, bénévole. Ouais. Et du coup, si les gens ne sont pas disponibles, par exemple, à part la comédienne principale, Brigitte Chambon, oui. Sinon, les autres, en fait, je connais aussi d'autres techniciens. Dernièrement, on a joué pour une association malienne en lien avec la mairie du 4e. Et il y avait Adrien qui est venu aussi intervenir en tant que technicien. Parce que chacun se sent concerné pour Tombouctou, pour l'association. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau de votre réseau, à la fois littéraire, cinématographique, théâtral, etc., vous allez impliquer les gens en leur demandant de venir travailler à titre bénévole dans le cadre de cette association qui joue le rôle de vecteur. Exactement. Et puis là, par exemple, quand on va jouer à Arles, donc dans une galerie, la galerie
de Franck González Alonso. Oui. Il nous accueille. Pendant l'exposition. On est accueillis dans le cadre du Festival des voix off pendant les rencontres de la photographie à Arles. D'accord. Et c'est un photographe, moi, que je connais depuis 2012 parce que je faisais beaucoup de chroniques et de portraits sur des artistes en 2012. Et j'étais allée aux rencontres d'Arles, j'avais vu ce photographe et j'avais adoré son travail. Et du coup, là, aujourd'hui, on l'a dit, hop, on le recrute dans notre équipe. Et le projet lui a plu. Donc maintenant, on a un autre projet. Voilà, il y a un autre projet qui est en train de se faire. J'ai envie de réaliser un film, justement en hommage à Tombouctou. Un film où Franck González va intervenir, puisqu'il a aussi travaillé dans le milieu du cinéma, notamment avec Almodovar. Et on va être sur l'écriture, là. On va démarrer l'écriture. Et le sujet sera la foi et le agir. Voilà. La foi et l'agir. Et l'agir, oui. C'est-à-dire qu'on reprend là ce que disait Maguelone à l'instant, à la fois le réel et l'imaginaire, le transcendantal. Pas d'imaginaire, en fait. Pas d'imaginaire. Non, en fait, le sens imaginaire, peut-être dans le... ce que vous voulez dire, je ne sais pas, mais sur la fiction, en fait, non, c'est toujours la réalité. C'est-à-dire que de toute façon, on intervient dans une réalité. Et moi, j'ai envie de la montrer. C'est peut-être une autre réalité, mais c'est la réalité, bien sûr, avec des personnages qui ne seront peut-être pas leur quotidien réel. Mais moi, je travaille toujours à base de la réalité. C'est ce qui me passionne. Et donc là, ce serait quoi? Des images de Tombouctou, des images des manuscrits, des images de la ferme, des images de quoi? Ce sera une histoire avant tout. Parce que Gabin disait, il y a l'histoire et encore l'histoire. Ouais. Et moi, je crois à l'histoire avant tout. Et non. Et puis pour revenir à tout le projet aussi au niveau de tous ces intervenants, je pense aussi à la salle Jeannette Radi où on a du coup joué la première de la traversée, à Craponne. Où Olivier et Pierre-Jean, qui s'occupent de la salle, s'impliquent. Quand on nous laisse une salle toute la soirée et tout l'argent va directement dans l'association, chaque personne intervenant est acteur, en fait, et spectateur, mais avant tout acteur du projet Tombouctou Héritage. Est-ce qu'il vous semble, d'une manière plus générale, que, cette société, celle dans laquelle nous vivons, j'allais dire en France, en Europe, en Occident, aujourd'hui, mais aussi dans d'autres pays sans doute, y compris des pays en voie de développement, mais dans ce que nous sommes très liés à la consommation. Est-ce qu'en d'autres termes, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui réclame quelque part à corps et à cri de pouvoir s'engager dans des choses qui ont du sens? Oui, bien sûr. Il n'y a jamais eu autant d'associations et de solidarité. Je prépare un cours là pour la rentrée, un cours sur la solidarité et les associations. Et je voyais que aujourd'hui, alors qu'il y a un désinvestissement politique massif, l'engagement citoyen est total. Et d'ailleurs, dans des principes qui ne sont pas du tout démocratiques. Il faut le dire, c'est important. Les associations loi 1901 ne sont pas démocratiques. Et d'ailleurs, les statuts, d'une association, on peut être dirigeant d'une association pendant 100 ans. Et d'ailleurs, souvent... Oui. Non, mais je veux dire, le dirigeant d'une association, je me permets de vous le rappeler, au terme de la loi 1901, là c'est le juriste qui parle, est soumis à une élection. Oui, il est soumis à une élection. En théorie. Il n'y a rien de plus démocratique pour moi que la loi de 1901, que l'association. C'est la base même de la démocratie. 3 personnes, on est 3, on se réunit, il y a un président, un secrétaire, un trésorier. J'interviens, je suis tout à fait d'accord avec Maguelone. C'est-à-dire qu'en théorie, bien sûr, il va y avoir les réunions, les élections. Mais qui, aujourd'hui, peut vraiment définir la loi 1901 en tant que démocratie totale? Voilà, et en plus, on peut rester au pouvoir pendant moi, 100 ans. Attendez, Pierre-Alain, mais là, je parle, je m'interviewe moi-même et je me pose une question. Dans une polémique. Attention, on va rentrer dans la polémique. Mais une association, attendez, le droit de faire une association. Allez voir si en Chine, on peut faire facilement une association. Non, mais laissez-moi c'est fondamental. Finir. Je vous laisse Pierre-Alain, finir. c'est très important. Mais aujourd'hui, par exemple, et c'est ce que j'ai vu moi quand j'ai préparé mon cours, et c'était vraiment intéressant, c'est que les leaders d'associations, par exemple de petites structures, ils se renouvellent pas. C'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas les principes démocratiques. Et en quelque sorte, moi j'ai envie de dire, ils ont raison. Parce que du coup, ils maintiennent un fil qui va avec l'histoire. Et là, je rebondissais sur ce que Karine disait. C'est parce qu'un projet, des fois,
C'est l'histoire d'une communauté de gens et on avance. Nous, on oublie l'histoire. On voudrait tout renouveler au bout de 2 ans et demi. On voudrait envoyer des soldats au Mali, les faire intervenir au Mali et puis tous les 6 mois, on les relève pour changer d'équipe. Par principe, on se dit, voilà, il faut renouveler les équipes. On ne laisse pas les gens s'implanter. On ne laisse pas les gens mesurer. Alors ça, c'est mon point de vue. Attendez, on parle de plusieurs choses à la fois. Moi, je vous ai entendu dire, c'est là que j'ai sursauté, pardon, et j'y reviens, parce que pour moi, c'est très important. Je vous ai entendu dire, l'association n'est pas démocratique. Oui, parce qu'on peut être dirigeant d'une association pendant 100 ans. Oui, mais ça, c'est pas l'association qui n'est pas démocratique, c'est le fonctionnement interne de l'association. Ce que je veux dire, c'est que le principe d'une association loi 1901 nous laisse une liberté qui va plus loin que les principes démocratiques. Merci la République d'avoir cette liberté. On est d'accord. Oui, moi je suis très contente. Nous, on est très contents. C'est ton héritage association 1901. Voilà. Bon. On est très contents. Alors après, il ne m'a pas échappé que au Mali, il y avait la guerre. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était effectivement 2 exemples. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je rebondissais surtout sur ce que Karine disait sur le parcours, en fait. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, les petits projets épousent des parcours, et c'est ça que tu veux montrer dans le film. Dans tout ce que je crée, en fait. Un film avec une logique qui est... Je veux dire, il y a un côté, des fois, dans l'état institutionnel qui broie l'humain, parce que finalement, on va plus vite avec la loi que ce qui se passe dans la réalité des gens. Et c'est pour ça que l'engagement citoyen, aujourd'hui, fleurit. Parce que les gens ne se reconnaissent plus nommés à un poste, balancés à un poste le lendemain, etc. Alors que finalement, ils arrivent à s'impliquer dans des petits projets. L'homme doit rester au cœur. Voilà. Et toujours avoir du cœur. C'est ça. Maud Lussan, allez-y. Oui, comme je disais, je pense que l'homme doit rester au cœur du dispositif et surtout, on doit laisser le cœur des hommes ouvert. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la force, elle vient du cœur. C'est ça. Oui. Et donc, je pense qu'autour de la table, là, vous avez des femmes avec des cœurs énormes. Voilà. D'où cette force qui semble jaillir du projet, puisque la dimension et la rapidité du développement est certainement liée à toute cette énergie. Vous vous rendez compte de la rapidité du développement du projet? Louise Raymond. On parlait d'argent tout à l'heure, Maglone. Justement, cette culture de l'artémisia que vous faites donc au Mali, elle répond à des exigences médicales. Elle remplit très bien ses fonctions. C'est un remède sûr, hyper efficace, mais c'est aussi un remède auquel on a accès à moindre frais et qui participe sur place au développement d'un petit commerce local qui fait travailler donc les populations locales et qui leur donne une certaine indépendance. Oui, tout à fait, parce que le but du projet, c'est que les gens qui travaillent avec nous sur place soient indépendants et qu'ils aient des rentrées d'argent en fonction de leur travail. Donc c'est une plante qu'on pourra vendre au marché ou dans différents endroits en s'inspirant des modèles sénégalais, par exemple, qui l'ont déjà fait, ou d'autres pays, puisqu'effectivement, un centre de transformation, ça a un coût. Le personnel qui est tout le temps sur place à arroser 600 mètres carrés régulièrement travaille, etc. Donc c'est important que ce travail-là soit valorisé dans de bonnes conditions. C'est un travail de développement sur place. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette association, vous êtes une humanitaire? Aujourd'hui, l'humanitaire, il y a une part de développement durable qui prend de plus en plus de place. On est de moins en moins dans l'urgence, de plus en plus dans le développement. Est-ce que vous êtes une humanitaire? Oui, vraiment. Parce que je pense qu'il n'y a que des projets dans le temps qui permettront aux gens d'être heureux et de pouvoir prendre soin du monde. Donc, tout à fait, le projet de ferme agroécologique est le même, c'est-à-dire que les gens puissent vivre avec leur culture et leur production. Et vous dispensez aussi des formations sur place auprès des populations, formations en quoi? Permaculture? Alors, pour l'instant, il y a des formations justement dans le cadre de cette médecine traditionnelle avec des médecins maliens qui nous appuient. Et c'est l'Institut d'études rurales, l'IER, qui dépêche ses membres sur place pour encadrer nos équipes et leur apprendre comment cultiver l'artémisia, comment mettre en place les pépinières de plantes médicinales. Mais au final, le projet de Tombouctou Héritage, le dernier projet, c'est un projet d'école. C'est-à-dire, une fois qu'on aura tout réalisé, j'aimerais vraiment qu'on ouvre une école de la vie, c'est-à-dire une école où on apprend à la fois
les textes de dimension spirituelle de différents endroits, à cultiver une tomate, à se soigner avec des plantes, à coudre ses vêtements, etc., etc. Finalement, revenir à une certaine sobriété. Revenir à la réalité. Valoriser. La réalité, vraiment. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Besoin de la réalité. C'est dans l'air du temps. En fait, nous, les humains sur Terre, on a juste besoin d'aller à la réalité, en fait. Toute notre quête de la vie, c'est la réalité. Et on est dans un monde, pas que nous, même en Afrique, malheureusement, où la réalité disparaît derrière la technologie, derrière tout ce qui nous détourne de la réalité. Ça peut être des produits qu'on prend pour plus être là, mais ça peut être aussi des nouvelles technologies. Et Karine Dufaux va nous prouver cette existence du cœur avec une lecture qui va, si vous le voulez bien, merci à toutes d'être venues, terminer notre émission. Chaque chose a un sens, tout est à sa place. On ne se trompe jamais. De jour en jour, on va au rendez-vous que la vie nous fixe et on ne peut pas être en retard. J'ai cru que j'allais trouver quelque chose ici alors que tout est chez moi. Tout est toujours chez soi. À l'intérieur de notre cœur, là où les nôtres habitent. Là où toutes les chances sont réunies de faire le bien, de prendre soin de la vie, de la rendre sacrée avec notre amour, de donner libre cours à notre foi et qu'elle bâtisse nos maisons, nos écoles, nos routes, les valeurs qui nous permettent de vivre ensemble. Tout est à sa place. Chaque chose a un sens. J'ai fini mon voyage, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je rentre chez moi. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.